peux plus. Je peux plus de ce rythme, je peux plus, je crois. Je vais plus tenir. J'ai dormi 5 heures en 4 jours. Oui, mais on a tous dormi 5 heures en 4 jours en fait. Je suis sûre que t'as dormi 5 heures et demie. Il y avait trop de règles. Là, tout ça. Je m'en souviens déjà plus. Mon cerveau est un gruyère. C'est le festival, c'est comme ça, hein, Vichy. Je peux plus tenir comme ça. Les garçons, je peux plus tenir. Faudrait qu'on quitte la boutique. Non mais on peut pas faire ça. Enfin. Il paraît qu'à Majorque, il fait beau tout le temps et que c'est pas cher du tout. C'est parti? Oui. Okay. Bonjour, bonsoir, bonne joueuse, bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut Antoine. Hello, bonjour tout le monde. Et oui, vous l'avez vu dans le sketch, on est revenu de Vichy, on est crevé, mais c'était comme d'habitude très cool. Donc merci à tout le monde qui était à Vichy, on a croisé plein de gens. Je regarde un peu à droite à gauche parce que oui, effectivement, on a croisé un peu de monde, que ce soit nos commerciaux, que ce soit des gens qu'on a l'habitude de croiser, que ce soit des influenceurs, que ce soit... Enfin, il y avait beaucoup de monde. C'était vraiment très cool, donc merci à vous. On aura des remerciements peut-être à faire, mais en fait on va sortir une vidéo récap Vichy la semaine prochaine, donc on va peut-être plus donner des noms bien précis de gens dans cette vidéo-là, et surtout on parlera de jeux qu'on a vus à Vichy et qu'on attend avec impatience. C'est parfait. Il y a toujours Alice qui me dirige. C'est ça qui est cool. C'est bon, c'est validé. Dans cette vidéo, c'est parfait. Du coup, on va commencer tout de suite avec la vidéo du vendredi. Petite info juste avant de parler des nouveautés. On a bien reçu Château Combo parce que la semaine dernière, on les avait pas reçus. Regardez le petit cœur. Hop là. Mais on les avait pas encore reçus, donc c'est bon. Maintenant, on a reçu Château Combo. Regardez-moi cette PLV incroyable. Non, mais c'est beaucoup trop cool quand les éditeurs t'envoient ça. Avec le bourreau et la reine, peut-être, je sais plus. Je connais pas encore toutes les cartes par cœur, mais bientôt. Grâce à BGA, je pourrais connaître les cartes par cœur. Et on a également reçu Kitsu, voilà, dont on vous avait parlé en focus. On vous en avait dit du bien, et on avait dit surtout que le matos était incroyablement bien pimpé, en plus d'être un jeu très qualitatif, de Thomas Fravelière, qui est un homme extraordinaire. Je m'arrête là. Les nouveautés maintenant. Donc, nous avons reçu, alors j'en parle très rapidement parce que c'est pas tout à fait des nouveautés. Je crois que celui-ci, oui, mais celui-ci était sorti un peu avant. Hans et Koné, on va être dans 2 jeux de cartes à combo dans lesquels vous allez constituer. Alors, ici c'était un poulailler. Ici, c'est. Oh, ils ont mis un fond incroyable ici, alors que là, non. Il y a un dos de boîte qui est mieux que l'autre, très clairement. Je préfère celui-ci honnêtement que celui-ci. Ah bah oui, attends, en explication de boutique, tu peux plus facilement expliquer le jeu. C'est génial parce qu'on peut voir les dos de cartes, que tu te demandais les dos de cartes, à quoi ressemblent-ils? Exactement. Eh bien, tu le sais. Dans Hans, on faisait un poulailler, du coup, c'est un agencement de cartes. Et les cartes ont certaines valeurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai pas vu non plus beaucoup de choses et j'ai pas encore joué au jeu. Mais sachez que c'est un jeu d'optimisation de cartes. On chope des cartes dans un marché puis après on va les poser judicieusement pour marquer le plus de points possible, un peu à la manière d'un château combo, mais avec un thème, je dirais, plus proche de Wingspan pour le coup. Et ici on a la même chose mais avec des lapins. Wingspan de basse-cour quand même. Hein. Oui, pour le coup. Ici ce sera plutôt avec des lapins. Il y a aussi de la gestion de ressources, pareil, un agencement de cartes. Vous posez les cartes dessus. Vous allez essayer de les faire comboter au mieux pour marquer le plus de points tout en ayant de la gestion de ressources à faire. Ce sont des jeux qui ont des thématiques assez originales finalement, de marquer des points avec des poules ou avec des lapins, mais avec un système très simple. Donc finalement on n'est pas sur un jeu très très complexe poussé autant que Wingspan, on est plus assez proche de Château Combo dans le sens où vous agencez juste des cartes et vous essayez de tirer la plus-value des cartes le mieux possible pour marquer le plus de points. Chose assez classique mais avec un thème très sympa et très original pour le coup. Je me dirige vers les jeux à 2 parce qu'on a reçu Star Wars le deck building boîte numéro 2. C'est pas une extension, c'est une boîte à part, juste la thématique va changer. La boîte numéro 1 était celle-ci avec Luke et Vador et maintenant dans la boîte numéro 2 on va avoir Obi-Wan contre Grievous. Qu'est-ce qui change exactement? Eh bien je n'ai rien vu de particulier si c'est la thématique, donc forcément les cartes vont changer. Je n'ai pas vu de mécanique spécifique par rapport à celle-ci qui aurait apporté peut-être autre chose. Je n'ai pas reçu non plus, et je crois pas qu'ils l'ont fait sur cette boîte-là, des protège-cartes estampillés, du coup Grievous contre Obi-Wan. Je
pense pas qu'on en ait reçu. Cela dit, ça reste des protège-cartes standards, donc pourquoi pas. Après, le jeu, franchement, est très très cool. C'est pas un jeu qui s'appuie sur une licence, au contraire, c'est un jeu qui a une très bonne mécanique, notamment sa particularité, c'est qu'en fait, vous êtes en affrontement, il faut détruire des planètes adverses, il faut en détruire 4, elles ont des points de vie, vous allez les dégommer avec vos cartes. Sauf qu'il y a un joueur, donc c'est asymétrique, il y a un joueur qui joue ici, du coup, les rebelles et l'autre l'Empire, et ici, ça va être le même système, si ce n'est que du coup, il y a des cartes que vous avez le droit de recruter. Évidemment, le général Grievous, il ne va pas pouvoir recruter Anakin, du moins pas encore. Et du coup, Obi-Wan ne peut pas recruter Dooku dans ses cartes. Donc, il y a un marché qui est, entre guillemets, spécialisé pour vous et pour l'adversaire. Et en fait, quand vous ne souhaitez pas acheter une carte pour vous, en fait, vous pouvez aussi détruire des cartes de l'adversaire. Et ça, c'est vraiment la mécanique très cool, parce que détruire une carte, ça l'enlève si elle était intéressante pour votre adversaire. Et en plus de ça, il y a un petit bonus en dessous de la carte, quand vous la détruisez. Je trouve cette mécanique de destruction de rivière de cartes très intéressante. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, vous, dans un autre jeu, mais moi, je ne l'ai jamais vu, et je trouve ça très sympa. On va enchaîner. Actu JDR, cette semaine, on a reçu Monster Hearts, la nouvelle édition, donc un jeu de rôle de Avery Adler. Ici, nous avons le volume 1, il y a le volume 2 qui arrive très vite, et on a un supplément avec l'écran de jeu ici, supplément qui va être très cool, puisque dedans, il y a des scénarios, et il y a des nouvelles... comment on appelle ça, des mues. Qu'est-ce qu'une mue? Eh ben, dans Monster Hearts, on va jouer des lycéens. Alors, pensez plutôt lycée aux États-Unis, en fait, université. Et à l'instar de certaines séries, comme il y a des super exemples d'eau, donc je vais les lire. Buffy, Teen Wolf, les Misfits ou Twilight, eh bien, il va y avoir des histoires d'amour, il va y avoir de la jalousie, le fond, tout ça sur fond de loups-garous, de vampires et autres créatures. Parce que oui, vous incarnez une mue, et donc une créature surnaturelle, mais qui est cachée parmi les êtres humains. On va être vraiment dans ce genre d'ambiance. Alors, je vous montre un petit peu le bouquin. C'est du noir et blanc. Pourquoi? Parce que c'est Lapin Marteau, c'est un tout petit éditeur, mais qui ont fait un super travail. Donc ils n'ont pas forcément de quoi se payer des grands bouquins avec des grands aplats de couleurs et des grands panoramas. Eh ben, ils en ont pas besoin, parce qu'en soi, il y a quand même des illustrations qui sont très cool. En soi, je pense que ça va être super agréable à lire, parce que tout est bien découpé, et le fait que ce soit gros, on s'abîme pas les yeux, et quand on a 300 pages de JDR à lire, c'est quand même cool de pas s'abîmer les yeux. Voilà, hop là, on a des petits livres de personnages. Ici, nous avons la goule, nous allons, qu'est-ce qu'on peut avoir? Nous allons avoir le loup-garou, etc., etc. Des triangles amoureux, des jalousies, bref, tout ce qu'on peut imaginer sous fond d'adolescence. Donc évidemment, ça va aborder des thèmes comme la gestion des émotions, la découverte de soi-même, du corps et du corps des autres, bref, tout ce qu'on peut imaginer dans ce genre d'ambiance. On attend avec impatience le volume 2, c'est un jeu de rôle auquel j'ai très envie de jouer, et Alice y a déjà joué, si je dis pas de bêtises. Oui. Voilà, c'est un grand oui d'Alice, et on est très content de le proposer, c'est cool que ça soit à nouveau édité. On a la boîte d'initiation pour RuneQuest, enfin le coffret découverte. Alors, il est tout fin, mais vraiment, il pèse une brique, ou deux ou trois. On est sur une boîte d'initiation donc pour RuneQuest de Dead Crow Studio. Ici, il y a un petit peu tout ce qu'il faut, à savoir, comme souvent dans une boîte d'initiation, des personnages pré-tirés, des aventures toutes faites, les règles de base. Ça, c'est vraiment cool parce que là, les règles sont quand même relativement complètes dans celui-ci. Et comme on peut le voir, il y a tout un tas de cartes géographiques. Il y a vraiment de quoi bien jouer dans ce coffret de découverte. Alors, c'est pour ça qu'ils l'ont pas appelé boîte d'initiation, et c'est une bonne chose. C'est vraiment, comme ça le dit, un coffret découverte, c'est-à-dire que quand vous l'ouvrez, il y a vraiment du contenu pour jouer longtemps, contrairement à une boîte d'initiation qui est plutôt là pour voir si ça va vous plaire et continuer sur le reste de la gamme. Et évidemment, RuneQuest, c'est quand même une jolie gamme également, donc il y aura de quoi derrière. Et il est caché par là, je le sais, on a reçu le supplément de Colossal, il n'est pas là, c'est l'autre, clac, Colossal, livre de base, supplément du jeu de rôle solo par Arcane Asylum. Donc c'est le jeu de rôle, comment est-ce que ça fonctionne? Je le récapitule souvent parce qu'il y en a de plus en plus. Et bien au lieu de jouer avec d'autres personnes, vous allez écrire votre histoire sur le support de votre choix. Vous pouvez écrire dans une sorte de journal intime, sur un tableur sur votre ordinateur, bref, ce que vous préférez. Et le livre est là pour vous fournir le cadre, l'univers, et vous guider dans les histoires. C'est-à-dire que ça va vous faire
faire dessiner des cartes, ça va vous créer des événements avec des générateurs aléatoires à base de dés, à base de cartes, etc. Ici dans Colossal, on joue des gens qui vivent dans un immense château qui est tellement immense que personne n'a jamais vu dehors, et que chaque salle en elle-même, même chaque couloir ou escalier est un véritable continent. On peut y trouver des montagnes, des océans, des villes, etc. Ne serait-ce qu'aller dans une autre salle, c'est l'aventure de toute une vie. Vous allez jouer un explorateur, une exploratrice, le personnage de votre choix, et vous allez tenter d'aller le plus loin possible, explorer dans ce château. Dans le supplément, on va y découvrir un certain nombre de secrets sur cet univers qui était encore laissé un petit peu flou dans le livre de base, pour vous laisser aller à votre imagination. Mais en général, quand vous avez écrit plusieurs aventures sur Colossal, vous avez envie d'en avoir un petit peu plus, et là ils vont vous donner une version de certains secrets, certains mystères qui sont dévoilés, de nouvelles options de personnages, de nouvelles options de lieux, etc. On a fait le tour pour le JDR, on attend. Alors, j'appuie là ici parce qu'on avait reçu aussi en anglais on fait pas souvent ça, mais tu sais, il y a des suppléments de Donjons et Dragons. C'était pas marqué dans le petit fichier, ça. Ouais, je sais, ouais, mais bon, en fait, on les a reçus avec Intrafin, je sais les avoir commandés parce qu'on les trouve pas. Ils ont dû arriver pendant qu'on était à Vichy. Exactement. Vecna Eve of Ruin et Quest from the Infinite Staircase. C'est les seuls tomes qu'on a en anglais, on fait pas les tomes en général en anglais. En une époque, c'était assez facile de commander du Donjons et Dragons en VO, c'est devenu un peu plus difficile. On passe par Intrafin qui en ont de temps en temps, quand ils en ont, on en prend. Puis c'est en anglais, quoi. Il y a des gens qui nous demandent de la VO exclusivement. Oui. Et surtout, en général, ça vous permet d'avoir certains bouquins avant qu'ils sortent en France, puisqu'on sait que celui-ci sur Vecna va sortir en VF. Oui. Celui-ci, en l'occurrence, j'en sais rien du tout, je crois pas que ça a été annoncé. Donc, c'est peut-être une exclue, je sais pas. Tout ce qui est Wizard of the Coast, ils aiment bien un petit peu communiquer au dernier moment, donc on découvre un petit peu des choses d'une semaine sur l'autre parfois. Bref, si vous voulez Donjons et Dragons en VO, c'est par là. Merci beaucoup, Alex. Et on profite d'être dans le rayon pour repartir sur du jeu de société, sur de la grosse boîte, ici en l'occurrence avec de la figurine, puisqu'il s'agit d'une nouvelle boîte de Zombicide, Army of the Dead, donc basé sur le film de Zack Snyder. C'est plus ou prou du zombicide en fait, tout simplement. Si ce n'est qu'on va un petit peu changer d'ambiance, ça va être encore plus dark, plus violent, un peu à l'instar du film. Et les personnages qu'on joue n'ont vraiment rien de héros, parce que on va dans une zone qui est infectée de zombies. Donc l'apocalypse zombie a eu lieu, mais ça va. Ça va parce que il y a des endroits où les humains vivent, on va dire, plus ou moins tranquillement. Bon, la société telle qu'on la connaît, c'est fini. Il y a des zones qui sont vraiment infectées par des zombies. Dans une des zones infectées par les zombies, il y a une banque avec un coffre-fort, avec plein de jolis billets dedans. Donc nous, on joue des sales types qui veulent aller récupérer l'argent dans la banque. Et donc, va s'en suivre tout un tas d'aventures. Voilà, en gros, ça reste du zombicide. C'est vraiment si vous voulez augmenter vos boîtes de zombicide ou commencer par zombicide dans un univers qui serait un peu plus le vôtre, ça fait une nouvelle proposition. Et un peu plus bas par ici, on a Betrayal at Baldur's Gate, qui est en fait une revisite de Betrayal at the House on the Hill. C'était un jeu dans lequel on allait explorer une espèce de manoir hanté à scénario. C'est un jeu à traître, alors pas toujours parce que ça dépend des scénarios, mais en général, on commence la partie, hop, nous sommes tous ensemble, tout va bien. Et puis à un moment donné dans la partie, il y a un de nous qui va découvrir qu'il ou elle est le traître, et les choses vont se passer autrement. C'est un jeu à scénario, donc comme je vous l'ai dit, suivant si on est le traître, on aura tel ou tel objectif à réaliser suivant dans quel scénario nous sommes. Peut-être que nous sommes dans un scénario où il n'y aura pas de traîtres, peut-être que dans ce scénario on va tous découvrir qu'en fait nous sommes tous les traîtres et que finalement à partir de maintenant c'est chacun pour soi alors qu'on avait commencé le scénario tous ensemble. Ça va créer des dynamiques sociales assez intéressantes. En dehors de ça, on va garder le même système de base, à savoir que l'on va découvrir des tuiles, que l'on va explorer, tuiles sur lesquelles on va découvrir des choses, on va rencontrer des événements et donc on va faire des tests de compétences. Il faut avouer que le côté Baldur's Gate et donc Donjons et Dragons s'y prête vraiment bien, jusqu'à ce que twist qui fait que en plein milieu de la partie va changer. Je sais pas combien il y a exactement de scénarios dans cette boîte là, et donc pour l'univers on est à Baldur's Gate, donc ville iconique. Je sais pas pourquoi je me lance là-dedans, je vais pas vous décrire Baldur's Gate, mais surtout que d'autant plus c'est cool aujourd'hui, la plupart des gens qui sont intéressés par Donjons et Dragons auront très probablement joué aux jeux vidéo, et donc là vous allez être en fait dans les souterrains, les égouts, les cryptes et autres sous
la porte de Baldur. Et voilà, hop, on passe de l'autre côté. Et cette semaine, on a également reçu Naishi, un jeu de Mathieu Bierry, Alex Fortino, illustré par Marine Loscout. C'est Merle Édition qui nous propose ça. Merle Édition, qui est une jeune maison d'édition. Et franchement, je dois avouer que pour une jeune maison d'édition, sortir un jeu aussi cool que Naishi, c'est très bien joué. Bon, ça nous a beaucoup plu, hein. Hop, la recommandation de Antoine. S'il n'y avait pas la recommandation de Antoine, il y aurait la recommandation de Alex, parce qu'on a vraiment adoré. Donc c'est un jeu à deux pour des parties de plus ou moins 20 minutes. Ça va franchement rarement durer plus de 20 minutes. L'idée ici, c'est que, on va constituer notre domaine, donc avec des cartes qui représentent des lieux et des personnages du Japon féodal. On va constituer une grille de, hop là, comme ceci, 5 sur 2, on aura donc 10 cartes devant nous, donc là c'est mon côté, du côté de mon adversaire, ici c'est le marché, et chaque carte nous indiquera comment est-ce qu'elle nous fait marquer des points. On va avoir des rizières qui nous font marquer des points quand elles sont connectées. La Naishi qui donne son nom au jeu, elle me fera marquer plus de points. C'est le au centre, 8 points, mais 12 points si j'ai les deux. Les Tori vous font perdre des points si vous en avez qu'un, 0 points si vous en avez deux. Mais à partir de 3 Tori, ils deviennent très 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 intéressants. Bref, chaque carte va avoir son moyen de scorer. Il n'y a pas énormément de cartes différentes, ce qui fait qu'on les connaît quand même assez rapidement au sein d'une même partie. Elles sont de toute manière toutes récapitulées ici. Il y en a quand même suffisamment pour pouvoir aller chercher des petits combos intéressants. Le truc, c'est que cette grille, on va pas la dévoiler, la constituer entièrement dès le début de la partie. Au début, on n'a que 5 cartes devant nous, on a des montagnes, c'est notre ligne, et nous avons 5 cartes en main. Quand je reçois mes 5 cartes, je les mélange, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'une fois que j'ai fini de les mélanger, hop là, je les dévoile comme ceci, enfin je les découvre, et je n'ai plus le droit de changer leur position. Et en fait, c'est bien à la fin de la partie, cette carte ira ici, cette carte ira ici, et ainsi de suite. Et donc si je veux changer une carte de position en fin de partie, il faut lui faire changer de carte de position, dans ma main. Comment est-ce qu'on joue ? On va jouer un nombre de tours indéterminé jusqu'à ce qu'on mette fin à la partie. Alors il y a deux moyens de terminer la partie. Soit on vide 2 piles ici, et donc il y a un premier joueur, et donc une fois que les 2 joueurs auront joué, hop là, fin de partie, on comptera les points. Deuxième moyen de mettre fin à la partie, c'est si vous pensez que dans votre tableau vous êtes vraiment pas mal, et que votre adversaire ça n'a pas l'air génial ce qu'il a fait, vous pouvez dire fin de partie. Par contre, c'est un peu une action à votre tour, hein. Ça va être immédiatement autour de votre adversaire qui va faire un tour de plus, et ça mettra ensuite fin à la partie. Donc vous lui offrez d'une certaine manière un tour d'avance, donc il faut vraiment être sûr de votre coup. Mais bien placé, je pense que ça peut être ravageur. On va donc jouer un nombre de tours indéterminé comme ceci, et à mon tour, j'aurai une action parmi 3. Je vous les explique rapidement ces actions. Pim, on a la petite tête de jeu qui est vraiment très bien faite. La première action, c'est celle que vous allez faire tout le temps, c'est développer votre territoire. Vous allez voir que c'est l'action principale, celle qu'on fait la plupart du temps. Elle nous donne droit à des petites sous-actions, des petites actions additionnelles. En quoi elle consiste cette action, développer votre territoire ? Je vais regarder l'une des 5 cartes ici, et je vais en récupérer une, mais pour ça il faut que je fasse de la place. Et cette carte va aller là où j'ai fait de la place, si bien que si je mets cette carte ici, hop là, il me faudra défausser cette carte, elle viendra, hop là, prendre sa place, et ensuite on en dévoilera une nouvelle. Je n'ai bien sûr pas le droit de faire quelque chose comme ceci, je défausse cette carte et je mets celle-ci à la place. Et non, on va toujours respecter la position, donc ce serait la rizière qui, par exemple, pourrait venir ici, hop, et on dévoile la suivante. J'aurais très bien pu faire ceci dans ma main, donc là ça m'a coûté une action, admettons mon adversaire joue, ensuite c'est de nouveau à moi. Par exemple, ce que je pourrais faire, c'est vouloir mettre ceci dans ma main, je jette ma rizière, hop, et je la mets, hop, à la place. Et voilà, et donc toujours en respectant la place, hein. La carte du milieu viendrait au milieu, la carte tout à droite viendrait tout à droite, etc. On va donc, hop là, chacun notre tour pouvoir, comme ceci, grâce à l'action développer, constituer notre territoire. Je vous ai dit, dans l'action développer, il y a des petites actions additionnelles, des actions bonus si vous voulez les faire. En gros, elles consistent en prendre un petit jeton comme ceci, avant ou après avoir développé votre territoire, et le poser sur l'un des 5 emplacements. Donc il y a 3 emplacements ici, il y a 2 emplacements ici, celui-ci on en parle après parce que c'est un petit peu à part, et ça nous permet de faire une petite action bonus. Par exemple, si je me pose ici, on voit qu'il y a 2 cartes et 2 petites flèches, ça permet de changer 2 cartes de position. Et par exemple, hop là je triche, pour faire l'exemple bien comme il faut, je mets les cartes comme ça m'arrange, hop là.
admettons j'ai ceci, je pose le jeton, je vais échanger 2 cartes de position, et ben je désigne hop ces 2 cartes et hop là je les change de position comme ceci. Là elles sont côte à côte, mais ça aurait pu être celle-ci et celle-ci, peu importe. J'aurais pu aussi échanger 2 cartes comme ceci, ou bien échanger 2 cartes hop là, comme ceci. Le tout c'est de respecter les positions. Hop. Intéressant de faire ça, pourquoi? Eh ben parce que là en l'occurrence, eh ben j'ai fait en sorte que mes 2 rizières se touchent, et je vous l'ai dit, les rizières quand elles sont côte à côte, ça fait marquer des points, donc ça peut être intéressant. Hop là. Ça, on le fait avant ou après notre action principale, et il y en a une deuxième qui consiste à mettre, hop là, son petit jeton. Donc là j'ai mis le jeton de l'adversaire pour vous les montrer, parce que je trouve que les dessins, les illustrations sont très cool. Ça vous permet de défausser 2 cartes dans le marché. Pareil, avant ou après. Pourquoi avant ou après? Parce que dans le marché, il n'y a rien qui m'intéresse. Je peux choisir de défausser 2 cartes, donc de 2 piles différentes, tac et tac, ou tac et tac, peu importe, pour m'offrir des choix plus intéressants, peut-être aller chercher des cartes en particulier, ou à la fin de mon tour, quand je me rends compte que mince, telle carte qui vient d'être dévoilée pourrait vraiment intéresser mon adversaire, et grâce à cette action additionnelle, je vais pouvoir la virer. On vous a expliqué l'action de développer son territoire, les petites actions additionnelles qui viennent avec, et bien hop là, il reste 2 actions. L'autre c'est rappeler vos émissaires. Oui, parce que vous allez poser vos petits jetons ici qui sont des émissaires, et ça vous permet de les récupérer. Récupérer, je ne récupère que les miens. Par contre ça me prend un tour, en gros je passe pour récupérer mes jetons. Il faut le faire dans le bon timing, il ne faut pas le faire trop souvent dans une partie. Autre action que je peux faire, c'est imposer un décret impérial. C'est poser son jeton ici, à cet emplacement bien particulier. Et là, ce jeton, eh bien vous voyez, il y a un petit verrou ici. Il est verrouillé jusqu'à la fin de la partie. Quand je vais faire l'action de récupérer les jetons, je ne vais pas le récupérer. Donc il est vraiment perdu, il n'y a qu'un seul emplacement. Donc dans cette partie, il n'y a que moi qui ferai ce pouvoir. Vous en doutez, il est assez fort. Eh bien, il s'agit d'échanger de position 2 cartes entre chez moi et mon adversaire. Donc je vais lui refiler quelque chose et je vais lui voler quelque chose. C'est quand même vraiment puissant, mais voilà, une fois de plus, il faut le faire au bon timing, et vous perdez un jeton, donc ça se fait pas au tour 1, ça serait un peu bête. Par exemple, je peux échanger cette carte avec la carte en face de la main de mon adversaire, ou je pourrais échanger comme ceci. Bon là, avec des montagnes, c'est pas très intéressant. Bref, ça peut être vraiment très fort. On vous a tout expliqué, les actions qui permettent de construire son jeu, la gestion des petits jetons, l'opportunité de mettre fin à la partie. C'est quelque chose, je pense, d'assez fin, c'est quelque chose qu'on fait pas dans les premières parties, Alex. À chaque fois, nous, on est allé jusqu'au bout, oui. On est allé vider les piles, et puis voilà, donc en fin de partie, vous allez, comme ceci, clac, dépiler vos cartes et compter votre score. Alors, il y a des choses assez intéressantes à faire. Vous avez les prêtres qui, lorsqu'ils sont en seconde ligne, donc ils étaient en position dans votre main, vont gagner 5 points, mais 2 points de plus par tori adjacent. Et donc là, on vous l'a dit, quand on a 3 tori, c'est 30 points. Donc si on arrive à mettre un prêtre au milieu de 3 tori, c'est assez handicapant pour le reste de votre petit territoire, mais ça peut faire énormément de points. On va avoir le ronin, le ronin, le samouraï qui vous fera marquer des points selon le nombre de personnages différents. C'est vraiment assez riche, il y a plein de petits coups à faire. Bref, on adore Naishi. Et on passe à la suite. Merci. Attends, c'est pas le bon. T'as enlevé la moumoute. C'est pas grave. Ça me perturbe. C'est la première fois que je le vois chauve. Alors attends, j'étais en plein milieu de l'histoire. Non, en vrai, j'étais à la fin. Coucou YouTube! Quelle entrée fracassante! Eh bien, on va rentrer en matière directement. Voici le nouveau Ma Première Aventure, cette super gamme qui commence à être bien grande. On se posait d'ailleurs la question avec Fanny, comment on va faire rentrer les prochains volumes, parce qu'il y en aura encore et toujours pour notre plus grand plaisir. Mais on va peut-être bientôt ouvrir un Descartes Bordeaux spécial librairie, voilà, avec ma première aventure. Au cœur de la jungle, j'étais en train de le faire, du coup vous incarnez une grande sœur ou un petit frère qui partent dans la jungle plutôt maya, aztèque, pour découvrir leurs origines de leurs ancêtres dans un temple perdu. Le petit twist, parce que cette gamme est trop bien, mais ils se sont dit, vas-y, comme notre gamme est trop bien, on va encore plus l'améliorer, parce que c'est facile. Des fois, vous avez des bifurcations. Par exemple, ici, moi j'avais choisi, avec la grande sœur, passer sous les lianes. Ils m'ont dit, non, t'es trop grande, meuf. Donc du coup, tu peux vraiment pas passer. Du coup, t'as pas le choix. Tu vas devoir, essayer un des autres chemins. Donc soit là-haut, soit au milieu. Et après, il se passe ce qui se passe. Mais il y a d'autres trucs qui se passent. C'est... celui-là, je pense. J'ai pas pris le mauvais chemin, donc ça va, il m'est rien arrivé. Mais... C'est le pont qui casse. Voilà, il y a des trucs qui, des fois, se cassent. Je crois que c'est après, là. C'est celui après, tu crois? Comme j'ai pas pris le mauvais chemin,
Voilà. Là, vous voyez, hop, j'ai pris le mauvais chemin, ce qui est faux, hein, moi j'ai pris le bon. Et je tombe, hop, jusque tout en bas. Donc finalement, je tombe dans la rivière. Je me noie à moitié. Attention, est-ce que j'étais la grande sœur? Si oui, c'est bien, je sais nager. Sinon, bah, je sais pas nager, je perds des reliques, etc., etc. Voilà, c'est le nouveau au cœur de la jungle. Ils arrivent toujours à inventer des nouveaux trucs trop bien. J'adore cette gamme. Je continuerai d'ailleurs après la vidéo, ma partie. J'avais un autre truc enfant. Oui, j'en avais plein d'autres. Oui, pour une fois, c'est moi qui suis assignée enfant. On a Gelato Loco, crée ta glace la plus burk. Voilà, c'est assez drôle. J'ai pas pris la boîte parce que celle-là, c'est celle de Fanny. En gros, ici, c'est un scratch et vous l'ouvrez, vous avez la boîte dedans. Le but, c'est d'être le premier à remplir son cornet de glace qui, au début, est totalement vide et vous allez récupérer des boules de glace un peu dégueu. Au fur et à mesure de la partie, ça va faire penser un peu à Mantis, mais genre méga simplifié. Vous allez avoir tous les types de glace au milieu de la table. Donc là, ils sont pas vraiment au milieu parce qu'on n'a pas une place infinie, donc ils sont en groupe un peu bordélique. Et à votre tour, eh ben, vous allez piocher la première carte de la pioche et au dos, en fait, il y a une info qui vous donne un indice sur ce que vous pouvez trouver de l'autre côté, soit une boule de goût pizza, neneuil bleu ou hot dog. Bah, vous dites ok, moi je pense que ça va être une boule pizza, hop, et vous retournez. Raté, la boule va se ranger sous la glace qu'il faut. Moi c'est la fin de mon tour. Prochain joueur, il va dire bah moi je pense que c'est la boule hot dog. Il retourne, raté, etc., etc. Et si à un moment, quand vous annoncez quelque chose, c'est ça qui se révèle, par exemple, ah moi je pense que c'est une boule ver de terre asticot, c'est vrai, eh bien je récupère toutes les cartes qui s'étaient accumulées de ce type de boulette. Et hop, je les mets sur ma glace. Et on continue comme ça. Voilà, vous avez tout le jeu. Hop, petit jeu un peu d'anticipation et de proba. C'est à partir de 4 ans, 2 à 5 joueurs, 10 minutes de partie, c'est du club des Kittens Game, donc c'est Exploding, etc., etc. Sans surprise, c'est bien leur genre. On a un nouveau truc aussi, c'est Unlock Kids. Alors vous me dites, c'est pas très nouveau. On a déjà eu toutes ces boîtes-là. On a cette quatrième là avec 3 histoires qui sont en partenariat avec le studio d'animation Cartoon Saloon. Voilà, qui ont fait eh bien justement Le Chant de la Mer, Le Peuple Loup et Brendan et Le Secret de Kells. Vous voyez, je ne le connais pas. Autant j'adore ce studio et je connaissais ces 2 films là, mais je savais pas qu'ils avaient fait celui-là. Donc du coup, je vais aller le voir de ce pas. J'adore la... Patte graphique. Ouais, merci. La patte graphique, ouais, le retour de Vichy, il est là. Donc du coup, ici, vous avez Ben et Maïna qui libèrent les émotions des êtres magiques, avec la légende des Selkie. Là, vous avez Le Peuple Loup, où vous suivez Robin qui veut devenir chasseuse de loups, mais qui découvre les pouvoirs de Meb, la gardienne de la forêt. Et vous avez Brendan où vous suivez un moine dans son apprentissage et on combat alors Chrome Cruach. Ok, c'est une créature terrifiante. J'ai hâte de voir ça, c'est trop mignon. Regardez ces dessins, j'adore ce studio, il est trop beau. Voilà, on se dit ah ouais, dessin animé pour enfants. Pas que, ils ont des très belles valeurs, vraiment. Là, Tengu dans l'univers graphique de Yokai que je n'ai pas sous la main. C'est ballot, mais bon, en gros c'est juste univers graphique, hein, sinon ça a rien de particulier niveau lien. C'est à partir de 6 ans, 15 minutes de partie, 2 à 4 joueurs par Christine Alcouf. Non, pardon, l'illustration est par Christine Alcouf et c'est un jeu de Julien Griffon et Xavier Violo. Voilà, c'est chez du coup les Banquise Éditions. C'est un jeu de mémoire, on va dire, mais surtout de coopération à communication limitée. Le méchant Tengu, qui sont ces démons là, un peu dégueux, oiseaux, voilà, a volé tous les jouets des bébés yokai, qui sont ces petits démons tout mignons, et les a planqués dans la forêt autour du temple. Voilà, donc la forêt, vous voyez, elle est sous la brume, c'est pas cool. Donc du coup, vous allez incarner ces pauvres petits yokai qui vont se balader dans la forêt. Pour retrouver leurs jouets, sachant que chacun a 3 jouets à sa couleur. Donc du coup, il y aura plusieurs toupies, une orange, une bleue, une violette. Même si vous voulez augmenter la difficulté du jeu, vous récupérez en plus le petit Oni, là, le démon. Donc vous aurez 4 personnages avec leurs 3 objets. Ça fait combien 3 x 4 12. Merci. Donc 12 objets à retrouver dans la forêt, donc beaucoup plus difficile.
On commence avec toutes les figurines au milieu et personne ne contrôle un yokai en particulier, on va tous les faire bouger. En gros, à votre tour, vous révélez la première carte de la pioche et ça va vous montrer quel yokai vous allez bouger à ce tour-là. Donc là, vous bougez le petit tanuki. Le tanuki, vous pouvez le faire se déplacer sur n'importe quelle tuile qui soit accessible, c'est-à-dire pas dans la brume. Donc au début, vous avez le temple entouré de brume, vous pouvez aller que en orthogonale et puis là, vous voyez, ces cases-là ont été explorées, donc du coup, il a le droit d'aller jusque-là. Vous vous déplacez sur une des tuiles, vous la regardez secrètement et si c'est un jouet qui a la couleur du yokai, donc là effectivement l'exemple dit que c'est bien le cerf-volant, le cerf-volant orange, et bien vous la retournez face visible et vous prenez le petit jeton de cerf-volant et vous le mettez sur sa petite plaquette pour dire c'est bon, lui il a son jouet. Et puis après ce sera au prochain joueur de révéler, etc. etc. Mais si c'est pas son jouet, et bien il remet face cachée, mais par contre par-dessus il va pouvoir mettre un petit jeton qui a la forme du jouet qu'il vient de voir, mais qui est blanc. C'est pour spécifier, ok, ici c'est certes pas le jouet du tanuki, mais c'est ce type-là de jouet. C'est un parachute, non, un cerf-volant. Ouais, mes mots, ils partent loin, mes mots, hein. Comme les cerfs-volants dans le fiel. Donc du coup, ça va être aussi une communication limitée à base de ok, là il y a un cerf-volant, sachant que elle a déjà eu son cerf-volant, mais que lui non, donc et c'est pas le sien non plus apparemment, donc il va falloir que j'amène le Bakeneko là-bas parce que ça doit être pareil, l'élimination, ça doit être son cerf-volant. Voilà, donc ça c'est le jeu de base. Vous le complexifiez avec un yokai de plus, ou vous pouvez aussi rajouter des cartes à effet, genre je crois que c'était quoi, c'était la tornade. La tornade, quand vous la tirez, vous enlevez une carte de la pioche, sachant qu'une fois que la pioche est épuisée, si on n'a pas trouvé tous les objets de tous les petits yokai, on a perdu, donc c'est une course contre le temps. On y avait joué à la journée pro de BlackRock. Oui. Avec Alex. On a perdu. Oui. Voilà. Et c'était même pas le mode difficile. Si, on avait le Oni quand même. On avait le Oni, mais on n'a pas joué avec la tornade et je sais pas quoi. Hein. On a quand même perdu comme des caca. Non, il nous restait pas grand chose. Mais bon, on a perdu, donc c'est pas si facile que ça. En vrai, c'est même assez chaud. Et je pense que c'est bon. Et recoucou, c'est encore moi pour un minuscule derrière le comptoir. Qui se résume à du nouveau Flesh and Blood. Voilà, le chapitre de, comment que ça s'appelle, Rosetta, voilà, booster de 16 cartes. Il est joli, il brille, il est beau, il est vert, il est magnifique. Je ne sais pas ce que c'est, voilà, avis aux connaisseurs. Et le nouveau scénario de Horror Arkham, le JCE, Gala au cœur de l'hiver. Alors c'est triste, c'était bien le format là qu'ils faisaient, je comprends pas trop ce qu'ils font. Ils refont les boîtes grandes, puis après ils se disent, allez, je vais faire des... Ça, c'est investigateur. Oui, mais là, c'est juste un petit paquet de scénarios. Ça, c'est les campagnes. Eh oui. Et je croyais qu'ils avaient arrêté de faire ces petits paquets qui sont super embêtants à mettre en rayon. Voilà, bah non, ils sont encore là. Donc, nouveau scénario, Gala au cœur de l'hiver. Hop, ça, c'était du Horror à Arkham. Et... Ah oui, parce qu'on revient du festival de Vichy. Eh bien, vous savez quoi, on a eu le droit à une carte de tu te mets combien en Vichy. C'était drôle, parce que les 3/4 des questions, on ne connaissait pas la réponse, c'est très spécifique. Donc on va voir s'il y a des connaisseurs de Vichy dans les commentaires. Ça va, c'est question numéro 4. Hein, on ne vous prend pas trop pour des débilos. Quoique moi j'ai dû réfléchir un moment à cette réponse. De combien de côtés la bienveillante pastille Vichy est-elle dotée? Voilà, je vous donne même pas les propositions de chiffres, vous compterez dans votre tête. Allez, sur ce, je vous dis à tout de suite dans le focus sur Kyoto no Neko. Bisous. Salut à tous, bienvenue dans ce focus sur Kyoto no Neko, un jeu de chez Matago. C'est illustré par Jérémy Fleury, c'est un jeu de Cédric Millet. Un jeu à partir de 10 ans pour 2 à 4 joueurs pour 30 à 40 minutes la partie, on peut compter 10 minutes par joueur environ. C'est un jeu dans lequel on incarne des petits chats. Petits chats trop mignons. Oui. Le matos de ce jeu est incroyable. Attends, je vais filmer en paysage. Un petit peu, voilà. Parce que mes réflexes d'Instagram prennent le dessus. Exactement. Voilà. Petits chats en caoutchouc, gomme de caoutchouc. Mignons. Voilà, il y a le roux là-bas. Hop. Et petit secret, il y a les petites boxes de rangement pour tous les chatons avec le matos pour chacun. Hop.
Et là, du coup, il y a la petite bobox pour... Ouais, j'ai pas ramené toutes les boîtes, mais il y en a une pour chaque chat et il y a une autre petite boîte dans laquelle on peut mettre tout le matos qui va... Avec, après. Voilà, qui va y avoir dedans, les dés, plein de petits jetons à pain, etc. Ok, maintenant qu'on a vu un peu le matos. Comment On se a passe fondu. le jeu? Finalement, c'est un jeu qui est assez familial. Après avoir fait une partie, on se rend compte que les mécaniques se prennent en main très facilement. C'est un jeu... c'est une course en fait, puisque le but c'est de débloquer 5 clochettes ou plus. Mais en fait, dès qu'un joueur débloque des clochettes, donc quand il réalise en gros des objectifs, il prend une petite clochette, il va la mettre sur sa petite piste. On a chacun un petit plateau de chat. Et dès qu'on atteint la 5e, on fait un dernier tour de jeu. Et celui qui a le plus de clochettes à la fin de la partie l'emporte. Donc c'est vraiment une course, c'est un jeu d'objectifs. Et en plus de ça, donc, on a le plateau central sur lequel il y a plein de petites patounes qui représentent les découvertes des chats. Que ce soit des petits oiseaux, des petites souris, des chiens errants, etc. Des petits papillons. Des cyclistes qui veulent nous tuer, pour une raison que l'on ignore, Ouais, ça, c'est alors qu'on est classique. tout mignons. Ouais. Et en plus de ça, on a cette espèce de petit plateau personnel, que tu vas pouvoir filmer. Oui. Petit plateau personnel qui ressemble à ceci, avec notre détail ici, un peu de joueurs et d'avancée sur les objectifs, notre piste ici de chasse et de combat, et sur la droite ici, on a carrément 4 petites pistes qui font un peu penser à tous ces jeux d'évolution de personnages dans les jeux typiques Heroic Fantasy. Sauf que là, sur ces 4 pistes, on a de l'agilité, de l'amitié, du combat et de la chasse. Ces pistes-là, elles vont augmenter au fur et à mesure de la partie et nous permettront de réussir des tests. Donc en gros, le tour de jeu d'un joueur, il est très simple, il est en 3 phases. Première phase, c'est le déplacement. Il sera au début de 3, et puis au fur et à mesure, nos petits chats ils vont grandir, et donc ça va devenir de 3 à 4, puis de 4 à 6. On va avoir une phase où on va pouvoir se déplacer de différentes cases, du coup, comme je vous le disais. Sur ces différentes cases, va y avoir des petites patounes qu'on va révéler quand on tombe sur la case en question. Ce qui va y avoir du coup 2 cas possibles. Soit vous tombez sur une petite patoune qui a un fond blanc, et dans ce cas-là, ça vous définit une action potentielle. Si tu veux filmer éventuellement. Vas-y, trouve-moi une rouge. Bah c'est bon, je vais t'en trouver une, elle est là. Ah, Donc là, je vous montre immédiatement les 2 tuiles qu'on peut trouver. Donc une tuile blanche qui peut potentiellement vous servir d'action sur la phase d'après, et j'y viendrai. Soit du coup, il y a directement une tuile à fond rouge, donc là c'est un chien. Et donc lui, en fait, immédiatement, ce qu'on appelle en fait une tuile de réaction. Dès que vous rencontrez une réaction, vous êtes obligé de la résoudre. Vous faites un test. Sur un échec, vous perdez votre tour. Sur une réussite, du coup, vous pouvez continuer à jouer. Et donc en fait, le déplacement, donc au début il sera de 3, il vous bloque pas. C'est juste que du coup, vous vous déplacez, vous révélez une patoune. Soit c'est une action, soit c'est une réaction. Si c'est une action, je peux très bien continuer à avancer, mais si je souhaite la faire, ça mettra directement, entre guillemets, fin à ma phase de déplacement, puisqu'une fois que je passe à la phase d'action, je fais qu'une action, et ensuite, une fois que j'ai résolu l'action, je passe au check-up des objectifs, savoir si j'ai réalisé quelque chose, et dans ce cas-là, je gagne la clochette si la résolution fait que j'en gagne une. Sur les différentes tuiles, on peut rencontrer, comme je disais, différentes espèces, donc des oiseaux et des souris, entre autres, plein de petits animaux qu'on va pouvoir chasser. Donc ça, ou devenir ami avec. Ou alors, notamment, on peut devenir ami, donc quand on rencontre des chats errants, par exemple, on peut les bastonner, si on est un peu fougueux. Ou alors, un chat. tu veux un petit chat? Alors Oui. attends, on va essayer de trouver un chat. Ah bah si, regardez. Là. Les papillons, on peut être que amis avec eux. Exactement. C'est le petit cœur là. Les papillons, on ne les tue pas, on ne les mange pas. Voilà. Et là, Alors on que a un les petit chats, chat. on peut être amis ou le battre. Et après, à côté, Exactement. c'est le niveau de difficulté du défi que C'est ça. Alex va vous expliquer un En peu fait, plus comme en je détail. disais au début de la partie, vous allez avoir un plateau qui vous indique une mise en place standard quand vous débutez, mais sinon de l'autre côté, vous avez une mise en place optionnelle où vous allez pouvoir vous mettre 5 points de compétence dans les caractéristiques que vous souhaitez. Donc on peut un peu le personnaliser comme on veut. On peut personnaliser complètement au début de la partie. L'idée, c'est que quand vous allez monter votre agilité, ça vous permettra d'éviter tous les problèmes qui cherchent à nuire à votre existence, visiblement. Comme Pas les chiens. Ah si, les chiens, les oui. chiens vous demandent de l'agilité, Ouais. par exemple, donc tout ce qui est réaction, et notamment les vélos. petits vieux les à vélos vélo, qui, là. eux, vont tourner quand vous allez passer sur une route, vous tirerez une carte qui vous indique de combien de cases se déplacent les cyclistes, et du coup, si jamais un cycliste vous percute, entre guillemets, passe sur votre chemin, et bien du coup, vous allez faire un test d'agilité, qui est de 7. Comment se passe un test? Et après, j'entrerai dans les différents détails des caractéristiques. Un test, c'est l'addition du dé que vous allez jeter, donc de la valeur qui varie entre 0 et 3, et la caractéristique dans laquelle vous avez donc la valeur de votre caractéristique. Typiquement, si je suis à 3 en agilité, et qu'on me demande de faire un test à, je sais pas, à 5, et ben il me manque juste 2, donc je vais lancer le dé. Sur un 2, c'est bon, j'ai réussi mon test, il n'y a aucun problème. Par contre, en dessous, c'est un échec.
Il se passe pas une perte de points de vie, c'est même mieux que ça. En fait, quand vous échouez, vous allez gagner un point de compétence dans la caractéristique qui était mise en action. Donc là, typiquement, si je rate un test d'agilité, je gagnerai 1 en agilité. On apprend de ses erreurs. Exactement, et c'est un peu la morale de ce jeu finalement. Un chat retombe toujours sur ses pattes. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il n'avait pas réfléchi celle-là. J'en tousse tellement elle est incroyable cette phrase. Truc qui est aussi très chouette, quand vous faites un échec critique, c'est considéré comme un échec, donc vous allez pouvoir augmenter de 1 dans la caractéristique que vous avez échoué, plus une caractéristique de votre choix. Et ça, pour le coup, c'est très cool, parce que des fois, vous dites que les échecs critiques, c'est mortel, là, non. Pour le coup, ça permet de rattraper, entre guillemets, votre retard, un peu ça permet comment on appelle ça, de penser ses blessures. Voilà, c'est ça que je cherchais. Oh, trop mignon. Qu'est-ce que je peux dire de plus dans le jeu? Alors oui, les objectifs, ce sont ces petits grelots qu'on voit ici, c'est tout petit grelots. Je fasse... Tu peux éventuellement faire un zoom sur les... Hop, je vais tourner, mais sur les objectifs que je vais tourner comme ceci. Oh, voilà. comme ça tu vas pouvoir les expliquer. Voilà, et là je rentre un peu plus dans le détail des objectifs, parce que ici en fait on a 5 cartes d'objectifs qui vont évoluer comme vous le disiez, parce que c'est un jeu à mission, en fait, à scénario. Et donc là par exemple on a 2 objectifs de chasse. Si je chasse l'une de ces bêtes là, je gagne le petit grelot à ma couleur. Si j'arrive à monter à l'arbre, ça me permettra de gagner aussi ce grelot-là. Je rappelle en plus que quand on monte à un arbre, on a le droit de regarder secrètement 3 petites patounes sur le plateau. Et oui, on est en hauteur, on a le droit de scruter. Là, ici, par exemple, on va avoir aussi un scénario... Pardon, t'as arrêté, mais c'est pas grave. Là, on a un scénario, entre autres, où il faut amener son chat dans la maison d'un adversaire. Et ouais, on est des gros squatteurs. Et là, la mise en place que j'ai faite, c'est le premier scénario où vous avez un Shiba qui traîne d'un coup dans la ville. Trop et vous mignon. allez essayer d'être ami avec lui. Voilà, on le bastonne pas, le Shiba, évidemment. Après, il y a des Shiba méchants. Hein. Ils font aussi partie... Eux, ils font partie Ouais. des obstacles. Ouais, c'est Et ça. nous, on veut être amis avec le gentil Exactement. Shiba. Donc je rappelle que quand vous rencontrez en fait une réaction, vous êtes obligé de la résoudre avant de faire quoi que ce soit. En cas d'échec, votre tour est fini. Mais en cas de réussite, par contre, vous pouvez continuer votre tour. Donc finalement, le tour est très simple. Déplacement, réaction éventuelle si vous en rencontrez, puis ensuite phase d'action, et ensuite c'est la phase de check-up des objectifs. Quand un joueur, donc le premier joueur à atteindre le deuxième objectif, donc son deuxième grelot, il va permettre un boost à tout le monde. Donc tous les joueurs en fait vont gagner un bénéfice de 5 points de compétence. Lorsqu'on arrive, et en plus on va augmenter notre niveau de déplacement, on passe à 4. Ensuite, quand on arrive au 4e, même chose, mais c'est un boost de 3, et là on devient un grand chat, donc on peut déplacer jusqu'à 6. Et c'est où on veut, hein. C'est comme ça C'est où on veut, oui, bien sûr. on l'augmente comme on veut, notre Exactement, qu'à ce moment-là. Et la dernière, donc le dernier grelot, du coup, permet d'enclencher la fin de la partie et de voir qui gagne la partie. Les grelots, du coup, se débloquent grâce aux objectifs. Du scénario en cours. Du scénario, mais aussi grâce aux copains que vous faites. Quand vous faites 2 copains, le deuxième copain vous permet d'augmenter une de vos compétences, et le troisième copain vous fait gagner un petit grelot. Et dans la chasse, c'est pareil, en fait, la chasse, quand vous faites de la chasse ou du combat, parce qu'évidemment on peut se battre contre les joueurs si on le souhaite, et du coup on va gagner des compétences, mais aussi gagner un grelot à la 4e chasse/combat que l'on arrive à remporter. En plus de ça, l'agilité est importante parce que vous ne pourrez pas vous déplacer comme vous le souhaitez, dans le sens où tant que vous n'avez pas au moins 4 en agilité, les haies sont des obstacles, et les toits aussi. Si vous avez 4 d'agilité, vous passez les haies, et quand vous êtes à 6 d'agilité, vous pouvez monter sur les toits. Ça, c'est stylé, hein. Et ça, c'est plutôt cool. Et du coup, oui, tu disais vite fait que quand on passe la rue, Oui. Quand on met notre chat dessus, on arrête notre mouvement 2 secondes, Oui, on tire une carte dans le Tout à tas fait. des événements de cyclistes, Ouais. et vous avez une valeur pour la petite grand-mère, là on va dire 3, 1, 2, 3, et pour le petit papy, oui. 1, 2, c'est bon, personne vous a percuté, vous pouvez continuer votre trajet. Mais voilà, comme il a dit tout à l'heure, si ça vous passe dessus, Ouais, il faut être faire large. attention parce que ça marche même quand c'est pas notre tour. C'est-à-dire que si jamais je suis resté sur la route pour X raison, ce qu'il ne faut jamais faire, même pas que pour les chats, et du coup, si un joueur enclenche le déplacement des cyclistes, du coup, vous risquez de devoir faire un test d'agilité et on Eh espère oui. pour vous de le réussir. Mais n'oubliez pas qu'en cas d'échec, vous gagnerez quand même un point de compétence en agilité, ce qui est plutôt cool. Ça c'est juste pour le kiff, parce que quand vous trouvez un petit jeton de Sakura, vous mettez le petit candice comme ça sur la carte, du coup c'est mignon. Parce qu'en vrai, le gros truc du jeu, en plus que c'est très accessible, Oui. c'est qu'on se raconte une histoire. Ouais. Vraiment, C'est clairement. chouette. Le chat de Antoine, c'était the chasseur du quartier. Il a dézingué tous les oiseaux. Ouais. Dès qu'il en voyait, il les dézinguait. Même une fois qu'il a fait l'objectif de chasser un des oiseaux, dès qu'il en voyait un, il le dézinguait.
Toi, t'as voulu te faire copain-copain avec Non, tout le quartier. Le Shiba, il a pas voulu. Ouais, le Shiba, il a pas voulu. Et moi, je savais pas trop. Je faisais un peu de tout, mais Ouais. ça a pas abouti à grand-chose. J'ai eu pas mal de potes, ouais. J'ai eu un papillon et 2 petits chats. Waouh. Pas mal. Mais Waouh. ils m'ont pas trop aidé, hein. Ils m'ont regardé, je les ai invités chez moi, mais ils sont restés Ouais. chez moi. Ils m'ont pas aidé, moi je suis resté dans la rue. J'ai pas initié un combat. À chaque fois, je ratais le truc, mais je voulais combattre toi ou Antoine, ça aurait été drôle. Ouais, ça aurait pu, ouais. Parce que dès qu'on est sur la même case, on peut, au lieu de faire l'action de la petite patoune, on peut décider de se taper dessus. Ça va faire comme une épreuve, c'est qu'on va lancer un Ouais, c'est dé ça. et il faut avoir la plus grande valeur en combat Exactement. en additionnant aussi notre score de combat si on s'est amélioré dessus. À savoir que s'il y a égalité, pas dans les combats, mais s'il y a égalité à la fin de la partie, ce qui va départager le vainqueur du coup, enfin les joueurs à égalité, c'est la jauge d'amitié la plus haute. Et en cas d'égalité sur la jauge la plus haute, bah, c'est un combat. Donc Oui. c'est intéressant de monter quand même sur ces 2 caractéristiques-là quand même. Au cas où. Voilà, mais ça c'est très très cool. On s'est raconté une petite histoire. Le matos c'est très très cool, vous voyez. Il y Le a bateau les petits c'est cycles. vraiment très cool. Vraiment. On a aussi, du coup, comme je vous ai montré, les petits coffres. Mais ce qui est vraiment génial, puisqu'on se raconte une histoire, c'est qu'en plus, il y en a plusieurs des histoires. Là, il y a des petites enveloppes avec des modules dedans. Donc là, c'est le premier scénario, c'est notre ami Shiba. Donc ici, mais après vous avez des scénarios avec un petit écolier sympa, il faut être ami avec. Et par contre, il y a l'écolière, la brustasse là, qui nous martyrise, elle, faut l'éviter. On a un scénario, c'est un chat démoniaque qu'il faut défoncer. Je vous jure, attendez. C'est le scénario pardon, sur les poubelles. Faut aller faire les poubelles, ça a l'air assez cool. Ouais, Et il me avec semble le qu'il y avait chat un scénario avec des rats mutants là, il y avait des gros rats. Alors je sais pas si c'est un scénario ou inclus autre part. Oh tiens, là il y avait un gars là, lui ça a l'air d'être c'est le un maître chat, des chats, t'as vu? ouais, c'est un Il a chat 8 errant ans là. de combat lui. Pff, waouh. Ouais, Il y a des chats errants, on peut pas être ami avec eux, hein. C'est la baston ou la baston. Ouais. Donc voilà, il y a tous ces petits scénarios avec leurs tuiles dedans, leurs petites règles, etc. Donc on les a pas tous faits, mais ça donne très très envie. Ouais. Rien que le mode de base, nous on a directement joué avec le mode avancé Oui. où on personnalise notre chat dès le début parce que c'est plus drôle. On peut être quelqu'un qui essaye d'équilibrer. Antoine, je crois qu'il était genre à fond sur la chasse. Oui. Alex, lui, sur ouais, l'amour, je veux être ami avec tout le monde. Moi, justement, je me suis équilibrée dès le début et j'ai continué comme ça. En vrai, on n'était pas loin, hein. On s'est pas fait du tout écraser. Hein. Antoine a gagné à 5 clochettes et nous on en avait 4. Ouais. Et si j'avais pas raté mon jet avec le Shiba, j'aurais été à égalité avec lui et je l'aurais battu parce que j'avais plus de jauge d'amitié. Sûrement. Donc, comme quoi, c'est serré des fesses. Voilà, et ben il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Il y avait plein de petits détails, mais on n'est pas là non plus pour faire une explication exhaustive de toutes les règles. Ouais. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de date, on a une zone à peu près. Alors, actuellement c'est annoncé pour octobre, mais en vrai on table sur ça sera sous les sapins. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'espère. Hein. Oui. Pour Noël, ce sera là. Normalement, oui. Matago, ils sont très forts pour ça. C'est un grand projet pour eux. Et vraiment, je suis très heureuse de cette future sortie chez Matago. C'est vraiment très, très cool. Ouais. J'attendais. Dès que ça a été un peu annoncé, j'étais genre, wouh, donne-nous une boîte pour qu'on y joue, Thomas. Merci, du coup, Thomas. Merci Arnaud de Matago. Merci Auguste de Matago de nous avoir prêté cette boîte Carrément. qui est tant convoitée. Et on comprend pourquoi. Voilà, encore merci. Et on vous dit à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.